Bonjour, bienvenue à Hop la vie et je suis Annie Bourque en compagnie du docteur Frédéric Salman qui a écrit un livre fabuleux, Le meilleur médicament, c'est vous, vendu à plus d'1 million d'exemplaires en France et traduit dans plus d'une trentaine de pays. Bonjour, docteur Salman. Vous êtes de passage ici au Québec pour parler de ce livre. Prenez votre santé en main. Absolument. Et ça va très bien jusqu'à maintenant. Lui aussi, il suit le même cheminement. Hein? Il se vend... Avec grand plaisir. Oui, hein? Il se vend encore beaucoup parce que c'est dans l'air du temps, ces livres-là, de prendre soin de soi, de faire attention à son alimentation. Vous savez, il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. Donc, si vous voulez, il y a par exemple une véritable force du mental qui soigne. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on a étudié les placebos. Vous savez, je vous donne un comprimé, c'est du sucre, oui. Et puis ça va vous faire dormir, ou vous soulager votre mal de dos. 40% des gens sont guéris par un placebo. On se dit, c'est psy, c'est dans la tête. Et en fait, on a eu la bonne idée de faire des prises de sang à ces gens-là. Et on s'est aperçu qu'ils sécrétaient une grosse quantité d'encéphaline. Qui est? Les encéphalines, c'est comme de la morphine. Okay. Autrement dit, la force du mental, la force de la croyance envoie un signal à l'organisme pour qu'il fabrique ses propres médicaments pour se soigner ou pour se protéger de nombreuses maladies. Mais à l'inverse, il y a des gens qui se fabriquent un bain d'hormones corrosives et qui vont se rendre malades eux-mêmes. Et mon but, c'est de transformer ce négatif en positif. Et quand vous parlez de ces gens-là qui ont un bain d'hormones, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se prennent pas soin d'eux? Ils font des mauvaises actions? Si vous voulez, il y a toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ah oui? Et on a en main des choses formidables pour justement vivre très longtemps et en bonne santé. Et pour cela, il y a plein de règles à suivre et qui sont toutes très simples. On va commencer par l'alimentation. C'est bien ça. C'est parce que vous parlez dans votre livre qu'il y a une grande majorité de gens ont un surplus de poids, puis on parlait des hommes, des femmes du tour de taille idéal pour l'homme et la femme. Si vous avez les chiffres, rappelez-nous-les. Vous savez, c'est très simple. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. L'excès de poids, ça fait plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires. C'est un vrai désastre. Donc, autrement dit, il faut maintenir son poids. Avoir conscience que quand on mange un croissant, il faut 7 km en jogging pour l'éliminer. Donc, 45 minutes de jogging, c'est incroyable pour un petit croissant. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Donc, pour perdre du poids, il faut savoir d'abord que 95% des régimes échouent. Par contre, il y a des petits moyens, c'est ce que j'explique dans les livres, qui permettent de maintenir un poids de forme plus bas à l'année et d'être en meilleure santé. Des choses extrêmement simples, pratiques. Je vous en donne quelques-uns, tiens. Il y a deux façons de s'arrêter de manger. Soit on mange très vite, beaucoup et trop. On s'arrête quand l'estomac est tendu à fond, les barorécepteurs, c'est-à-dire les récepteurs à la pression dans l'estomac, sont tendus, on se dégraffe, on n'en peut plus. Par contre, si on attend 5 vraies minutes au milieu d'un plat ou avant d'en reprendre, on stimule le centre de la satiété et on s'arrête. Oui, puis vous donnez un bel exemple au restaurant quand on arrive pour commander du dessert. Quand on attend trop, on n'a plus envie. Exactement. Donc déjà, rééduquer. Ça, si vous prenez l'habitude de ne plus mettre de sucre dans votre café, à un moment donné, vous avez changé vos goûts. Le sel est un accélérateur de l'appétit. Le poivre est plutôt brûleur de graisse, le moins de sel possible. Ça donne de l'hypertension, ça accélère l'appétit, ça favorise les cancers de l'estomac. Et récemment, on vient de découvrir un lien entre le sel et la sclérose en plaques. Ah oui, ça, il y a Donc autrement dit, le moins de sel possible. Aussi, pour perdre du poids, il y a énormément de petites choses très simples. Par exemple,
Il y a des gens qui prennent un poisson vapeur, des légumes. 1 heure après, ils crèvent de faim. Oui, ça, c'est vrai. Puis vous dites dans le livre, il faut se gâter, il ne faut pas avoir des petites portions de bébé. Là, C'est horrible, les portions de bébé. Donc en fait, ils ont faim, ils se jettent sur n'importe quoi et ils se détestent. Alors, prenez par exemple des aliments retard. Qu'est-ce que c'est? Si vous prenez 3 sardines, c'est 200 calories. Elles mettent 9 heures à sortir de l'estomac. Vous prenez des poivrons avec, c'est pareil. Autrement dit, vous avez une bonne satiété sans aucun problème. Si vous prenez des pommes, mettez dessus de la cannelle, ça retarde la vidange gastrique. Puis vous parlez que la pomme aussi, elle a un effet très sur la libido familiale. Oui, ça marche un petit peu. Ça a un bon effet sur la libido chez la femme de 18 à 43 voilà. ans. Si on parle de pommes, il faut toujours l'éplucher. Comme ça, on se débarrasse de 90% des pesticides. Et si en plus, vous enlevez les taches marron, c'est de la patuline, c'est cancérigène, vous mangez très sain. Vous savez, on dit qu'une pomme chaque matin éloigne le médecin. Et Winston Churchill disait oui à condition de bien viser. Exactement. Et vous avez des aliments chouchous, là. Vous parlez d'aubergines, vous parlez des carottes. Puis la salade, vous en faites pas trop. Vous ne préconisez pas tant que ça la salade parce que les gens ont l'habitude de mettre à peu près 2 cuillères à table d'huile, qui c'est l'équivalent d'une gaufre, comme vous écrivez dans votre livre. Vous savez, c'est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne comprends pas. Je fais du régime et je ne m'écris pas. C'est ça, il y en a. Je mange que des petites salades. Mais la salade, il y a 2 façons. Si vous mettez la bouteille d'huile dessus, chaque cuillère à soupe d'huile, même d'olive, c'est 90 calories. Autrement dit, si vous mettez bien votre bouteille d'huile comme ça, c'est comme si vous mangez en calories l'équivalent d'un steak frites béarnaise. C'est incroyable. Alors moi, il y a un petit truc que je propose qui donne le même goût. Vous mettez l'huile dans un vaporisateur, vous aspergez la salade. C'est 20 calories au lieu de 400. C'est que des petites choses très simples qui vont faire que vous reprenez la main sur l'appétit ou d'utiliser des coupes-fins naturelles. Il y a des coupes-fins naturelles puissants, formidables. Le chocolat noir 100%, le 100%, ça chute la gréline, l'hormone de l'appétit. Faites le test, vous verrez, c'est formidable. Les blancs d'œufs, avec un petit peu de safran, il y a plein de choses naturelles, sans danger, pour aider à reprendre la main sur l'appétit. Et le thé vert, vous favorisez le thé vert, le café à jeun, et même de faire l'exercice à jeun, c'est préférable aussi. Alors, l'exercice physique est très important parce que 30 minutes d'exercice physique tous les jours diminue de 40% les risques de cancer, Alzheimer et maladies cardiovasculaires. Attention, 30 minutes sans s'arrêter. Les 20 premières minutes, on brûle du sucre. C'est seulement après qu'on brûle les mauvaises graisses et que des molécules protectrices comme l'irysine sont libérées. Donc, vélo, marche, natation, ce qu'on veut. Mais tous les jours. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais je fais du sport le week-end. Je leur dis, vous lavez les dents que le week-end tant que vous y êtes. C'est quelque chose d'essentiel. C'est un vrai bouclier. 40% de ces maladies terribles en moins. C'est extrêmement puissant. Alors pour le faire, je ne crois pas tellement dans les bonnes résolutions, je m'inscris dans un club de sport, j'y vais quand il fait beau. Achetez-vous un vélo d'appartement ou un vélo elliptique, c'est encore mieux, on est debout. Regardez la télé ou votre iPad et vous verrez, ça passe comme une lettre à la poste. Puis vous préconisez même de regarder avec le vélo stationnaire les films d'horreur. Oui, on brûle plus de calories parce que, moi, vous savez, je viens de faire 8 saisons d'une série qui s'appelle 24 heures. Non. C'était 40 minutes l'épisode. Et plus ça devenait palpitant, plus je pédalais vite. Donc plus on perd du poids, plus on se muscle. Mais c'est vraiment essentiel. Je peux vous dire, à partir de 40 ans, c'est un vrai champ de tir. Le risque de maladie augmente. Oui, et ça, c'est un bouclier efficace et robuste. Docteur Salman, il faut que je vous pose la question en vraie québécoise. Vous êtes un ancien gros. Oui. Oui, vous avez raison. Il y a une vingtaine d'années, je faisais plus de 20 kilos de plus. Donc, autrement dit, tout ce que je propose pour perdre du poids, tout. Vous l'avez essayé. Je l'ai pratiqué, ça a marché, et sur des milliers de patients, ça marche. Des choses simples, pratiques. Vous gardez votre poids d'origine que vous souhaitiez, et ça dure. C'est pas un coup de yo-yo. Ça monte, ça descend, c'est rester sur un poids faible. Il y a beaucoup de choses passionnantes sur le poids qui permettent de garder la main
Et ça, c'est essentiel parce que l'espérance de vie en dépend. Oui, puis ce qui est difficile aussi, vous en parlez très bien dans le livre, c'est d'avoir aussi la conscience, mais aussi aussi de focusser sur nos besoins, nos désirs aussi. Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas de se priver. Mais si on fait, il faut des excès, il faut des sorties de route, mais que ça en vaille la peine. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui fait un excès pour un mauvais gâteau et qui l'avale à toute vitesse. Il ne sait pas ce qu'il a mangé. Puis vous parlez des chips aussi, c'est presque l'équivalent, les aliments très gras. Il y a des gens qui développent des addictions, là, vraiment. Et c'est la même zone du cerveau que pour les cocaïnomanes. C'est ça que j'ai compris. Ça, vous devenez addict, vous ne pouvez plus vous en passer. Et donc, il y a plein de petites choses pour se déshabituer de cette addiction et que vous repreniez votre liberté. Pensez à quelqu'un qui s'abîme tous les jours. Il sait que ces aliments vont le faire grossir, vont le rendre moins beau ou moins belle, vont diminuer son espérance de vie en bonne santé. C'est un petit suicide. Il le sait. S'il continue, c'est qu'il est addict. Et mon objectif, c'est d'aider les personnes à se libérer de ces addictions et vraiment manger ce qu'ils aiment, pour de vrai. Puis de changer finalement, si le soir, on est devant la télé, puis on a l'habitude de manger, de finir, moi j'en entends des commentaires comme ça, les gens finissent le sac de chips. Il y a une façon d'arrêter ça. C'est de ne pas commencer et de ne pas l'acheter. Si vous achetez et vous commencez, ça y est, c'est cuit. C'est tombé, ouais. Donc il faut aussi, au moment où on fait ses courses, ne pas tenter le diable. Si vous voulez, c'est aussi si vous achetez des produits dont vous savez déjà qu'ils ne vont pas vous faire du bien, ça commence au supermarché. Il faut déjà faire des choix pour son bien-être, très tôt. Et surtout quand on a une petite famille, il faut vraiment d'éviter le sucre. Et ça, on pourra en parler tantôt. Le sucre, c'est très simple, c'est un accélérateur du vieillissement, ça donne des rides, ça accélère les risques de cardiovasculaire, les risques de cancer. Il faut vraiment baisser le seuil. On en prend, mais pas dans des quantités astronomiques. Notre organisme, vous voulez, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le jeûne séquentiel. Oui. Vous prônez ça, qu'on peut sauter un repas. Alors, qu'est-ce que c'est? Pendant 12 à 16 heures, une fois par semaine, vous prenez beaucoup d'eau, de tisane, et vous ne mangez pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, vous arrêtez de dîner à 20 heures, vous reprenez le lendemain à 13 heures, le tour est joué. On a remarqué chez les souris, quand elles jeûnent un jour par semaine, elles font 20% de cancer en moins. Chez les humains, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme, moins de fatigue, le teint plus clair, plus tonique. Et beaucoup plus d'énergie. Et plus d'énergie. Vous savez, à chaque seconde, vous produisez 20 millions de cellules pour remplacer vos vieilles cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge. Les erreurs de copie, ça donne en particulier des cancers ou des maladies neurodégénératives. Bien quand on jeûne, on renforce son ADN, on diminue le nombre d'erreurs de copie. Vous savez, depuis la nuit des temps, on sait faire face au manque, mais pas à l'excès. Et toutes les religions du monde, d'ailleurs, parlent de jeûne. Comme vous envoyez un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une mémoire biologique ancienne, pour mieux se protéger, pour offrir une petite pause à notre organisme une fois par semaine. Docteur Salman, vous parlez de prendre une pause, de jeûne séquentiel, mais si, par exemple, on saute le lunch, on peut arriver au souper, puis on a 2 fois plus faim. Ça m'est déjà arrivé, ça a sûrement arrivé à des auditeurs ou des téléspectateurs. Vous savez, ce jeûne, il faut l'essayer. L'essayer parce que quand vous l'essayez, d'abord, vous allez retrouver vos vrais signaux de l'appétit. Beaucoup de gens se mettent à table, ils n'ont pas faim, il faut bien manger. Ça, c'est vrai. Mais ça ne tient pas debout. Ils ont des réserves, ils se suralimentent à ce moment-là. Donc, si vous ne tenez pas, vous laissez tomber au bout de 12 heures. Certains tiennent au bout de 24 heures. Ce qui est important, c'est de vous écouter et de retrouver vos sensations. Et à un moment donné, naturellement, vous allez vous sentez en pleine forme. Vous régénérez complètement, ça vous donne une énergie exceptionnelle. Tester, on n'est pas tous pareils. Les gens qui font des hypoglycémies, il ne faut pas qu'ils le fassent. C'est ça, puis vous recommandez, le médecin peut aussi... Mais, quelque part, d'écouter un peu son organisme, de le laisser un
tout petit peu posé, ça fait du bien. C'est des petites vacances qui permettent de se régénérer. Faites cette expérience en buvant beaucoup d'eau, surtout, et vous verrez à quel point ça marche bien. Et vous-même, vous avez réussi à perdre du poids. On en parlait tantôt. De grandes vedettes, on parle de Sophie Marceau en France, Charlotte Rampling, puis je sais que vous allez me dire, on ne peut pas parler de ces cas-là. Vous consultez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous êtes une sommité, puis c'est normal. Je ne cite jamais de nom de patient et je ne réponds pas. Et on doit prendre 1 an et demi de rendez-vous pour vous consulter. Comment cette notoriété s'est bâtie alors que vous avez commencé, vous étiez cardiologue, mais c'est un peu ça? Vous savez, moi je suis médecin salarié à l'hôpital, je ne fais pas de privé. Je suis uniquement médecin dans le service public. Je ne peux pas prendre plus de patients parce que tout simplement mes journées ne sont pas extensives. Et ça s'est développé tout simplement par le bouche-à-oreille depuis très longtemps. Je fais un métier très particulier qui est la médecine préventive. C'est un métier passionnant, vous savez. Parce qu'au départ, c'est une femme qui venait de perdre son mari il y a quelques années, qui vous a fait prendre conscience. Vous voulez, ce qui se passe, c'est que on est très bon en médecine préventive, on n'est pas aussi bon en médecine curative. Combien de fois j'ai vu des patients où je ne peux plus rien faire pour eux quand je les vois la première fois? Je les aurais rencontrés quelques années plus tôt, ils seraient en pleine santé. Autrement dit, on peut changer ce qui aurait été un destin inexorable. Beaucoup pensent beaucoup à la génétique. La génétique, c'est que 15%, c'est rien du tout. Tout le reste, c'est ce qu'on va faire de notre vie. La façon de s'alimenter, l'exercice, l'hygiène, tout ça, ça va constituer un bouclier de vie exceptionnel. Le problème, c'est que les gens ne sont pas au courant. Et mon métier, vous savez pourquoi j'ai commencé à écrire ces livres? Parce que faire une ordonnance, c'est très rapide en consultation, ça met 5 minutes. Mais expliquer la prévention, tranquillement, ça prend plus d'1 heure. Et à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas le temps, je vais écrire pour mes patients tout ce que je n'ai pas le temps de leur dire. Et vous savez aussi, parfois, ce que je n'ose pas leur dire. Oui, oui, allez-y. Ce que vous n'osez pas leur dire, allez-y, dites-le nous. Parlons, tiens, du périnée. Oui, oui. C'est délicat d'en parler en consultation. Qu'est-ce que c'est que le périnée? Imaginez un petit muscle entre l'anus et le vagin, l'anus et les bourses. On perd 1 à 2% de muscle par an à partir de 20 ans. Ce petit muscle, il doit supporter 30 kilos qui sont dans le tronc. C'est lourd. C'est très lourd, oui. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe à la quarantaine? Des petites fuites urinaires chez la femme, orgasme rare, chez l'homme des érections instables, avec juste 3 minutes d'exercice par jour. Au bout de 3 mois, la femme retrouve des orgasmes puissants. La plupart du temps, les petites fuites urinaires disparaissent et un ventre plat. Et chez l'homme, des érections fermes, stables, un bon contrôle de l'éjaculation et un excellent angle d'érection. Je le dis souvent, vous savez, on a l'âge de son périnée. Mm-hmm. Donc ces petits exercices à décrire, c'est difficile à expliquer. Alors que vous l'expliquez très bien. Je préfère l'expliquer tranquillement dans un livre, c'est trop intime. Et puis vous parlez même de la façon d'aller pour les selles, comment vous installez sur le tronc. Des choses très simples qui sont, par exemple, des gens se bourrent de laxatifs, c'est irritant pour le côlon, c'est pas bon. Alors que, vous savez, la position sur le trône n'est pas physiologique. L'angle anorectal est trop fermé. C'est comme un tuyau plein d'eau pliée qui n'arrive pas à se vider. En mettant un petit tabouret en face les toilettes pour surélever les jambes, on ouvre l'angle anorectal. L'étude a montré qu'on gagnait 1 heure par semaine, plus de constipation et en plus un ventre plat. C'est simple, tout le monde peut le faire, ça marche. Oui, puis vous parlant de ventre plat, de coups de poing aussi, que moi j'ai pratiqué. On se donne des coups de poing ici pour obtenir un ventre plat. Ça, c'est un sujet très intéressant, c'est ce qu'on appelle le nerf vague. Alors, qu'est-ce que c'est que le nerf vague? Imaginez un gros câble électrique entre le cerveau et le tube digestif, 90% du réseau entre les deux, des informations qui remontent à 400 km/h. Et quand ce nerf vague est stimulé, ça provoque la sécrétion de sérotonine. C'est une hormone qui donne l'impression d'une satiété heureuse
comme après un repas copieux, mais sans les calories. Alors, une équipe de chirurgiens aux États-Unis a eu une idée, chez les grands obèses, de mettre des pacemakers sur ce nerf vague. Et les obèses ont maigri, ils ont d'ailleurs eu l'autorisation de la FDA. Il ne s'agit pas de mettre des pacemakers aux gens trop gros, mais simplement par des moyens simples, par des petites pressions. On peut arriver à sécréter cette sérotonine, donc on maîtrise mieux son appétit, c'est d'avoir un ventre plat ou au niveau de la bouche, et des petits points très simples, par simple pression, qui permettent de reprendre la main. C'est un sujet intéressant, puis il y en a d'autres. Au sujet de l'alcool, où en France, les gens sont habitués de boire du vin à tous les jours, et vous préconisez de peut-être une fois par semaine, aucun alcool. Il faut, vous savez, faire une petite pause de temps en temps. Le foie, c'est intéressant parce que quand je vois des gens qui sont trop gros, à chaque fois que je mets ma sonde pour regarder le foie, je tombe sur un foie gras. On appelle une stéatose hépatique. Le foie gras, ça ressemble à un foie gras de canard au doigt. Et comme le foie... Ah oui, vous dites à vos patients, vous avez un foie de canard. Oui, le foie, si vous voulez, c'est le filtre qui filtre tout, qui nettoie l'organisme, dont les cancérigènes qu'on absorbe dans les pesticides, etc. Quand le foie est gras, il ne marche plus très bien. C'est une des raisons pour laquelle il y a plus de cancers quand les gens sont gros, parce qu'ils n'arrivent plus à éliminer. Alors, s'ils n'ont pas été trop loin, on peut se refaire un foie neuf si on prend une alimentation très saine pendant 500 jours. Pour faire un foie tout neuf, c'est 500 jours. Puis 500 jours, d'avoir vraiment des bonnes habitudes. Vous préconisez aussi d'être strict autant dans l'alimentation, dans l'alcool, peut-être un petit peu de tentation, mais d'être assez strict au départ, on ne veut pas se décourager aussi. Non, il faut démarrer assez sec. Il faut des sorties de route parce que l'interdit du péché, vous savez, ça génère le péché. Mais il faut que ça vaille le coup, les sorties de route. Il en faut, parce que sinon c'est invivable. Par contre, il faut s'habituer. Vous savez ce qui marche, c'est de modifier ses goûts. Si vous modifiez vos goûts, petit à petit, vous vous habituez à manger très peu salé. Au début, c'est difficile. Et puis à un moment donné, quand vous sert un truc salé, on ne peut plus le manger. On dit, c'est plein de sel, je ne peux pas. Autrement dit, vous ne faites plus de régime, vous mangez ce que vous aimez exactement. Dans le fond, c'est de prendre de bonnes habitudes, comme le sucre dans le café, on diminue ça. De changer ses habitudes, c'est très important. Et quelque part, de vivre longtemps en bonne santé, ça joue à différents niveaux. Par exemple, c'est pas seulement la longueur de la vie, c'est la qualité de la vie. Je vous donne un exemple. À partir de l'étude de Framingham aux États-Unis, qui était la plus grosse étude épidémiologique jamais faite, on a découvert qu'on peut arriver à retarder l'âge de la ménopause jusqu'à 7 ans plus tard. Oui, ça, j'ai vu. C'est passionnant. Pourquoi? Parce que quand la ménopause survient, on augmente les risques cardiovasculaires, d'ostéoporose, il y a des problèmes cutanés. Ça correspond quand même à une accélération du vieillissement. De la retarder fait gagner des années de qualité de vie. Pourquoi? Parce que, à naissance, imaginez, à peu près 2 millions d'ovocytes. Jusqu'à 50 ans, on les perd en qualité et en quantité. À un moment donné, il n'y en a plus, c'est la ménopause. Les ovocytes sont dans les ovaires qui sont irrigués par des petits vaisseaux fins comme des cheveux. Si ces petits vaisseaux souffrent parce qu'il y a trop de cholestérol, trop de tension, on fume, mais le précieux stock d'ovocytes est abîmé. Et la ménopause arrive plus vite. Et c'est ça, et avec vos patients, vous réussissez à retarder à peu près 7 ans Absolument, ce phénomène-là. En changeant les habitudes de vie, déjà d'arrêter de fumer quand une femme fume, elle gagne 2 ans, ça va très très vite. Donc, de prendre conscience qu'en se prenant en main, pas seulement vivre très longtemps. Mais c'est des petits gestes aussi. Vous parlez de gargarisme, vous parlez aussi, c'est de l'art de se moucher, c'est ça aussi. C'est l'hygiène. C'est l'hygiène. L'hygiène, c'est très important parce que autrefois, on enseignait l'hygiène et ça a disparu. Dans les années 60, parce qu'on se dit qu'il y a des antibiotiques, c'est plus la peine. Grosse erreur. Ça, c'est vrai. Alors, il y a des petits gestes d'hygiène très simples. Par exemple, se gargariser avec de l'eau gazeuse ou salée le matin. Les Japonais le font. Ils font 40% d'infections ORL et respiratoires en moins. Puis vous préconisez comment vous le préconisez, la façon de se gargariser? C'est ça, de l'eau salée ou gazeuse. Il faut le matin avoir 3 petits gestes simples. Se moucher pour nettoyer son filtre nasal.
renifler, recracher pour éviter la stase microbienne et un petit gargarisme, moins d'1 minute et on est en bien meilleure santé. On passe au travers de bien des infections. Se laver les mains avant de passer à table ou en sortant des toilettes, 30% d'infections respiratoires et digestives en moins. Rabattre le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau, on évite la VR au sol, sur le calage, dans les poumons et dans la gorge. Oui, imaginez. C'est des petits gestes comme ça que... Il y a plein de petits gestes du quotidien, d'une très grande simplicité, qui permettent d'éviter de s'infecter pour rien. Vous savez, un oreiller, oui. Au bout de 2 ans, Vous dites qu'il faut vraiment s'en débarrasser. 10% de son poids, c'est des déjections d'acariens, des acariens morts. Il faut aérer, faire le ménage. Il y a une façon de faire le ménage pour que ce soit sain. Puis éviter les serviettes mouillées. La serviette humide, c'est simple, c'est que les germes se multiplient. Le gant de toilette qui sert plusieurs fois, on se badigeonne de la crasse. Nettoyer le pommeau de la douche si on s'asperge avec des cochonneries. Après une infection ORL, jeter sa brosse à dents parce qu'elle est pleine de germes. Il y a vraiment beaucoup de gestes très simples du quotidien pour être en bien meilleure santé. Et vous, Dr Salman, vous êtes préoccupé par ça, j'imagine. Vous exigez ça que quand vous êtes en voyage à l'étranger, votre hôtel doit être impeccablement bien tenu aussi. J'essaye. Parfois, c'est difficile. Vous savez, j'étais il y a 15 jours en Éthiopie, à Addis Abeba, et quand on arrive dans certains pays, c'est plus compliqué. Justement en Afrique. J'y étais, je vais vous dire pourquoi. Je reviens d'Éthiopie parce que j'ai été rechercher des rats taupes nus. Vous savez ce que c'est? Oui, vous en parlez dans votre livre. C'est des petites souris qui vivent donc en Afrique de l'Est et qui ont une caractéristique, elles n'ont pas de poils, mais surtout, elles vivent plus de 30 ans, alors qu'une souris vit 2 ans. 99% de gènes communs avec nous. Et c'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Elles résistent au cancer, on leur met des tumeurs malignes violentes, elles les rejettent. Cancérigène chimique, rien du tout, alors que ça tue toutes les souris. Jamais de maladie cardiovasculaire, jamais d'équivalent d'Alzheimer. 30 ans en parfaite santé, une peau impeccable, fertile, aucun signe de vieillissement. Le rêve pour l'être humain. Et j'ai la chance de faire de la recherche sur ces petites souris, qui a la clé de la longévité. Et là, le lien avec l'hôtel, Dr Salman? L'hôtel, si vous voulez, quand vous êtes au Québec, ça va bien. Dans des pays reculés, c'est plus compliqué. Et là, ce qui vous permet de résister, c'est vos règles d'hygiène personnelle. Docteur Salman, vous avez parlé un peu de la longévité. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus parce que j'ai lu dans un article que l'idée de votre propre mort vous est intolérable. Oh, je dirais que globalement, vous savez, on vit une époque extraordinaire en médecine. Ce qui ressemblait à de la science-fiction devient de la réalité. D'abord, on a observé beaucoup d'animaux par rapport à la durée de vie. On a découvert une palourde qui s'appelle Arctica islandica, qui vit, tenez-vous bien, 500 ans. On a découvert une méduse, Turritopsis nutricula. Elle avance dans la vie. Et quand elle est à maturité, elle remonte le temps. Elle est devenue immortelle. Puis la grenouille du Canada Alors, aussi. au nord du Canada, vous avez une grenouille extraordinaire qui s'appelle Rana sylvatica. Et cette petite grenouille, on l'a prise et on l'a mise au congélateur. Elle est morte. Oui. Mais quand elle ressort au bout de 2 mois dans un bloc, ça fond, décharge électrique et elle repart. On se dit, mais c'est pas possible. Ça, vous l'avez observé vous-même. Ah oui, alors, c'est pas possible parce qu'on se dit d'habitude, si on prend un être humain, un animal, on le met au congélateur, il y a des spicules de glace qui se forment, qui broient toutes les cellules, et c'est de la bouillie. Et pas là. Et bien cette grenouille, imaginez, elle fabrique un antigel biologique qui la protège complètement. Et en reprenant la formule de cet antigel, on l'a injecté il n'y a pas longtemps sur un cœur de rat, on l'a congelé 2 mois, il est reparti. Ah oui. Donc autrement dit, on est en train de découvrir, en ce moment, des choses qui ressemblent à de la science-fiction. Par exemple, vous avez vu chez l'animal Dolly, on peut fabriquer brebis, un oui. animal, mais les cellules souches, c'est un univers qui devient étonnant. On arrive à l'hôpital Ouchy, on injecte des cellules souches dans le cœur pour que ça reparte. Donc les gens peuvent être revenir à la vie On est quasiment. au début. On est au début de ça. On réussit à fabriquer des vessies, des trachées. Autrement dit, cette médecine prochaine qui arrive, elle est extraordinaire.
C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des pièces détachées qu'on fabrique à partir de l'être humain. Le problème qu'on va avoir, ce n'est pas la réalisation de tout ça. On y va. Ça va prendre peut-être 20 ans, 30 ans, mais on sent qu'on va franchir un pas de géant. Mais ça coûtera très très cher. Cette médecine-là coûte très cher parce que c'est au cas par cas. Et ça va être un problème économique. Peut-être certains pourront se l'offrir, mais pas tous. Alors maintenant, on assiste à une période de progrès à couper le souffle. Il faut qu'on tienne le coup le temps que les secours arrivent. Et c'est le but de mes livres. Et je veux revenir à vous-même parce que je veux vérifier, c'est vrai que vous avez fait congeler votre sang, vos cellules, dans une banque. Alors c'est très intéressant. Il y a une Néerlandaise qui est morte à l'âge de 112 ans. Et cette Néerlandaise, elle avait donné son corps à la médecine. Et elle est morte, on ne savait pas de quoi. Pas de cancer, pas d'Alzheimer, pas de maladie cardiovasculaire. D'habitude, c'est l'un des trois qui tue tout le monde. Ben oui. Et là, rien. Et à l'autopsie, on a découvert de quoi on meurt. Elle est morte par épuisement des cellules souches. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus que 2 cellules souches, ces cellules qui fabriquent nos globules rouges, etc. Autrement dit, à un moment donné, vous arrivez à vous mourrez parce que vous n'avez plus ces cellules souches, parce que votre système immunitaire, il diminue, et puis voilà. Et puis, on a découvert que ces cellules souches, elles ont une caractéristique. Quand vous les congelez, elles sont increvables pour les garder 200 ans, intactes. Là, je vous prends vos cellules souches, on les congèle. Vos cellules immunocompétentes, pareil. Autrement dit, c'est rien du tout, c'est simplement un prélèvement, vous le conservez, et ça fait une sauvegarde quelque part. Et vous, c'est un peu... Vous aimeriez peut-être aussi... C'est intéressant parce que c'est une nouvelle approche scientifique. Regardez par exemple les sangs de cordon des bébés. On les utilise déjà pour soigner des pathologies graves. Donc, ça a du sens. On est au début de quelque chose qu'on appelle des banques cellulaires. Et on découvre tout le champ. C'est-à-dire que la médecine est en train de passer d'un monde à un autre. On vit la plus belle époque de la médecine. Puis vos livres, comme vous dites, vont permettre de prolonger la vie, parce qu'on va revenir à tantôt, on parlait d'alimentation, de cholestérol. Les gens se soignent par médication, alors que vous dites dans votre livre, pour prolonger la vie, on n'a pas besoin de tous ces médicaments-là. Je vais vous dire, je travaille dans un hôpital public, donc je prescris des médicaments, mais quand je n'ai pas le choix du tout. Donc, pour mes patients, dont je garde l'anonymat complet, je tiens à dire que toute identité de patient, je dis toujours non, je ne les connais pas. Mais pour mes patients, en un mot, qu'est-ce qui se passe? Certains ont du cholestérol. Alors, on les voit, certains, ils prennent des médicaments et tous les 3 mois, comme un carnet de bonnes notes d'élèves, ils montrent, regardez, j'ai bien pris mes cachets, mon cholestérol est bas. Ils se croient protégés. Ils se croient bien, oui. Mais on ne l'est pas, parce que les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble. Donc, si vous continuez à être, par exemple, en excès de poids, vous gardez vos risques de cancer, et c'est un facteur de maladie cardiovasculaire. Certains prennent des cachets pour le cholestérol, le diabète, continuent à se goinfrer. Donc, on ne résout rien du tout. Si vous faites de l'exercice, vous calculez l'alimentation, vous baissez ce risque. Et seulement dans certains cas, on va prescrire. Pour le cholestérol, ma réaction est la suivante. Je prescris des médicaments quand je vois que le cholestérol a un impact au niveau des artères. Si je vois que les artères sont encrassées, que malgré le régime, l'exercice, on n'y peut rien, je prescris uniquement si je vois qu'il y a un impact vasculaire du cholestérol. Donc vous voyez, c'est une réflexion globale. Quelqu'un qui fait 30 minutes d'exercice par jour, qui contrôle bien son alimentation, il se protège d'une façon tellement efficace par rapport à une somme de médicaments qu'il peut prendre. Les médicaments, c'est quand on a tout essayé et que la vie est en jeu. Et ça, vos collègues ne vous ont pas remis en question, parce que vos sujets, vos occupations, justement, sans trop de médication, ce sont... Je prescris quand je n'ai pas le choix. Maintenant, ce que j'avance, à chaque fois, à la fin de mes livres, il y a les références bibliographiques des études qui prouvent que ça tient la route. Si vous voulez, les médicaments comportent des effets secondaires. Donc il faut les prescrire quand il y a une indication absolue. Mais si on peut s'en passer, je tente le coup à chaque fois.
Alors, il y a des fois où ça ne marche pas, on doit passer aux médicaments, ben voilà, on fait avec, mais bien souvent, en changeant l'hygiène de vie, on change l'histoire. Et j'aimerais revenir sur l'hygiène de vie parlant d'alimentation. On parle beaucoup d'un courant, d'une grosse mode en ce moment, les protéines. Et dans votre livre, vous dites attention, vous avez un petit chapitre là-dessus. Attention aux protéines, c'est comme fumer 20 cigarettes Oui, par jour. parce que si vous prenez, c'est un facteur de risque, si vous prenez des régimes surchargés en protéines, les reins n'arrivent pas à éliminer tout ça et vous usez prématurément. L'insuffisance rénale, ça existe. Ça concerne énormément de gens. Donc vos reins vont plus filtrer comme il faut. Il faut une alimentation, un peu de protéines, mais pas des quantités monstrueuses. Ça ne tient pas debout. Les régimes à base de protéines, qu'on prend un sachet, ça, j'imagine, vous êtes moins comme... Non, je ne suis pas partant du tout. Il faut une alimentation équilibrée, beaucoup de légumes, parce que ça fait partie de l'équilibre alimentaire, un petit peu de viande, un petit peu de poisson, quelques laitages. Vous voyez ce que je veux dire, mais pondéré, il ne faut pas partir sur des énormes quantités qui n'ont pas de sens. Et je reviens à vous, Dr Salman. Il y a quelques années, vous étiez pas dans la meilleure forme. Vous étiez même gros, fauché. Vous avez rencontré la femme de votre vie et vous lui avez fait une blague. Et elle vous a suivi quand même. Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut reprendre notre vie en main aussi. Vous en êtes un bel exemple. Oui, tout simplement parce que, moi je peux vous le dire, à l'époque, ça remonte il y a 23 ans en arrière. J'ai presque 25 kilos de plus, pour être précis. J'ai du cholestérol, j'ai de la tension, j'ai du sucre dans le sang. Et je me dis, ça ne tient pas debout tout ça. Simplement en perdant du poids, exercice, tout a disparu, sans le moins de médicaments, et je ne les ai jamais repris. Si vous voulez dire que, quelque part, j'étais le premier à éprouver tout cela, puis sur des milliers de patients, j'ai vu que ça fonctionne. Et vous savez, quand je vois il y a des patients qui, vous avez beau leur expliquer, ça ne marche pas. Ils restent gros, ils continuent à fumer. Et moi, je leur dis, je ne veux plus vous voir. Vous leur dites ça en plein? Je leur dis, allez voir quelqu'un d'autre. Je ne fais pas assistance au suicide. Ce n'est pas mon métier. Il y a des gens qui savent et qui vont dans le mur. Vous voyez, comme c'est quelque chose qui n'est pas de mon ressort. C'est des comportements. Mais les gens ont besoin d'entendre des discours comme le vôtre, Oui. parce que, comme vous dites, vous n'êtes pas un assistant au suicide. Vous savez, vous voyez des sujets qui disent, ils s'assoient, ils sont obèses, ils fument, ils ne font pas d'exercice, et ils disent, bon, je viens vous voir, mais j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Ah, j'ai dit, mais vous avez eu tort de venir. Ils viennent comme histoire de dire, j'ai coché que ça ne marche pas. Je ne suis pas un alibi. Ils savent très bien ce qui fait grossir. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Et ils manipulent le médecin en changeant tout le temps pour se donner bonne conscience. Moi, je refuse de rentrer là-dedans. Je les mets en face d'eux-mêmes. Soit ils disent, j'ai décidé d'en finir et je me suicide dans l'alimentation et dans le mode de vie, mais ça relève d'un psychiatre. C'est pas mon métier. Et je leur dis. Et vous êtes aujourd'hui une sommité en France avec vos livres. Vous parlez de conscience, vous parlez aussi, il y a une phrase que j'ai notée que je trouvais, vous parlez de courage. Ne perdons pas de vue de garder le courage, de se tromper et d'accepter que les échecs sont un tremplin pour aller plus loin. Vous avez vécu, vous, des échecs? Vous savez, bien évidemment, vous savez, ce qui compte, c'est de rebondir. Il y a quelque chose, une qualité que les gens connaissent peu, qui est la sérendipité. Qu'est-ce que c'est que la sérendipité? C'est d'être assis comme on est là pendant des jours. Et de rebondir sur n'importe quelle occasion pour aller plus loin. C'est comme ça que les sœurs Tatin ont découvert la tarte tatin qui tombait dans le mauvais sens, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, que Fleming découvre la pénicilline. Profitez des choses inattendues pour rebondir. Ou la résilience de rebondir quand ça ne va pas. Donc quelque part, les échecs sont nécessaires quand on rebondit et quand on va plus loin. Il n'y a aucune trajectoire qui ne comporte pas des difficultés. Ce qui compte, ce n'est pas les échecs, c'est la façon de réagir aux échecs, qui font partie d'une trajectoire normale. On conclut cette ronde d'entrevue avec l'importance du sommeil. Vous dites même dans votre livre qu'il y a des sections de gauche, droite, que c'est préférable de dormir. Racontez-nous. Vous savez, le sommeil, c'est essentiel. Essentiel parce que si on dort 7 à 8 heures par nuit, on est en bien meilleure santé.
moins de diabète, moins de problèmes cardiovasculaires. Pendant le sommeil, on se détoxifie, on régénère. Alors, dormir avec des somnifères, c'est pas bon, parce que c'est pas un sommeil récupérateur. Et en plus, au niveau cérébral, c'est pas formidable. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui vivent des épreuves comme un deuil pour surmonter justement ces nuits d'insomnie? Comment on fait? D'abord, pour bien dormir, il est essentiel d'avoir le noir complet dans la chambre. Une petite diode lumineuse de rien du tout perturbe en qualité, en quantité le sommeil. Donc, il faut faire le noir complet. Si on ne peut pas faire le noir complet, il faut mettre un masque d'avion et ça revient au même. Puis vous préconisez ça aussi, Dr Salman, aux bébés, parce que nous, au Québec, j'étais toujours habituée de laisser une petite lumière, une petite veilleuse Surtout pour les pas. bébés. Surtout pas. Donc d'abord, le noir oui. complet. Deuxièmement, il est très important de couper la température dans la chambre. Pour une chambre fraîche, vous savez, pour dormir, il faut baisser la température du corps. Il faut que la température du corps soit à 0,5 degré en dessous. Donc, frais, on dort nu, c'est important. Et si il y a une bonne chose à faire souvent avant d'aller dormir, c'est de prendre une douche froide. Alors la douche froide, on commence au début par du tiède, on commence par les pieds, on y va petit à petit. Mais la douche froide, 2 minutes sous une douche froide, on perd déjà 250 calories parce que ça brûle de la graisse brune qui sert à maintenir la température du corps. C'est préférable le soir ou le matin? Soir. Moi, j'aurais pensé le mettre plus le matin. Ça booste l'immunité, ça améliore le retour veineux, mais surtout, ça fait une très forte libération d'endorphines. C'est comme de la morphine. Et on est formidablement détendu et ça diminue la température du corps. Autrement dit, vous allez avoir un corps beaucoup plus frais. Il fait noir, vous mettez déjà plein de chances de votre côté. Et si vous avez un conjoint, que vous dites même dans votre livre, c'est mieux la vie à deux, ça favorise aussi les relations sexuelles avec beaucoup plus qu'un bain chaud. La sexualité, c'est important. Si vous avez 12 rapports sexuels par mois, c'est ce que vous recommandez, c'est ça? Vous augmentez de 8 ans votre espérance de vie. Et en plus, on s'est aperçu que ça va même plus loin que quand les gens ont 12 rapports par mois, ils paraissent 10 ans de moins. Et quand on paraît 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus. Et vous parlez de la durée des relations sexuelles. C'est pas vraiment 20-30 minutes comme on voit dans les magazines ou 1 heure. Oui, parce que les gens ont l'impression que si c'est très long, c'est formidable. Alors, il y a eu une grande enquête pour savoir quelle était la durée du rapport sexuel idéal. Et maintenant, on le sait. Alors, homme comme femme, 1 à 2 minutes, c'est jugé beaucoup trop court. On s'en doutait. 3 à 7 minutes, c'est jugé correct. 7 à 13 minutes, c'est jugé absolument parfait. Au-delà de 13 minutes, tout le monde s'ennuie. Donc ça veut dire que les gens cherchant des performances, ça ne sert à rien du tout. La sexualité, c'est très important dans l'équilibre. D'abord parce que les progrès médicaux permettent d'avoir une sexualité tout au long de sa vie de bonne qualité. Chez l'homme, ça baisse la fréquence des cancers de la prostate, chez la femme, les cancers du sein. Chez les femmes, vous savez, d'ailleurs, c'est intéressant l'histoire. On a étudié les couvents et on s'est aperçu que les sœurs dans les couvents faisaient plus de cancers du sein que le reste de la population. Parce que pendant les rapports sexuels, les femmes sécrètent de l'ocytocine, hormone de l'attachement et du plaisir. Et cette hormone a une action protectrice. Alors que les sœurs, les religieuses, ne pouvaient pas. Puis là, vous êtes aussi un peu contre la masturbation, pas contre la masturbation, mais vous parlez un peu de la masturbation, que c'est pas très bon pour la santé, la masturbation. Non, la masturbation, c'est ni bon ni mauvais. Si c'est un moyen dérivatif qui détend, pourquoi pas. Mais on n'obtient pas les effets protecteurs des rapports sexuels parce qu'il manque... Les sujets qui se masturbent comme femmes ont souvent un sentiment de tristesse et de solitude après. C'est-à-dire que ça donne quelque chose d'un peu triste. Donc les hormones du plaisir, comme la dopamine, etc., ne sont pas sécrétées. C'est ces hormones qui protègent. Et à l'inverse, un rapport sexuel provoque quelque chose après beaucoup plus doux. L'ocytocine est sécrétée, donc quelque chose d'attachement, du bien-être. C'est ces hormones qui protègent. Donc la masturbation, s'il n'y a rien d'autre, pourquoi pas? Il faut la pratiquer
bien évidemment sans culpabilité, mais elle n'offre pas les mêmes bénéfices qu'un rapport sexuel à deux qui comporte l'échange, qui est quand même une source fondamentale de bien-être et de joie de vivre. Puis vous parlez du baiser, de l'importance du baiser aussi. Oui, parce que le baiser permet un échange aussi très important. Ça, il y a beaucoup de couples qui ne s'embrassent plus Oui, aussi. vous savez, le fait que beaucoup de couples oublient de se toucher, ne s'embrassent plus. Et c'est terrible de voir que quand des gens ne se touchent plus, ils rentrent dans une solitude terrible. Et c'est aujourd'hui, dans la société actuelle, le coiffeur peut vous toucher les cheveux, le médecin peut vous ausculter, mais les gens ne se touchent plus. Et quand un couple ne se touche plus, c'est une solitude encore pire que si les gens sont seuls. C'est terrible. Et souvent, la dépression vient du fait que les gens ne sont plus touchés. J'ai rencontré, il y a quelques années, une personne extraordinaire. Elle s'appelle Amma. C'est une sainte en Inde qui a serré dans ses bras près de 40 millions de personnes. Elle vous prend, elle vous serre très fort. C'est extraordinaire. C'est magique. Elle communique parce quand elle vous prend dans ses bras, elle est totalement avec vous. Elle est en résonance avec vous. Elle est présente. Et beaucoup de personnes, vous savez, ce qui est terrible dans les couples ou même dans les gens avec qui vous êtes, ils sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Pendant qu'ils sont avec vous, ils pensent à ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils vont faire après. Ou pire, l'horreur absolue, ils tapotent sur leur smartphone. Oui, ça, c'est épouvantable. Autrement dit, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas avec vous totalement, combien de personnes sont capables de vous parler et d'avoir identifié la couleur de vos yeux? Simplement parce qu'ils vous ont regardé. Beaucoup de personnes dans les couples ne se voient plus. Ils ne se regardent plus. Ou des gens que vous rencontrez dans votre entourage, ils ne vous voient pas. Oui, puis combien de couples, vous parlez du smartphone, ici c'est la tablette. Le soir, les couples sont ensemble dans leur lit avec leur tablette, ils ne se parlent plus, ils Oui. lisent. Et ça donne un isolement d'une extrême violence. C'est-à-dire qu'en fait, l'échange, pour être bien, il faut être présent, il faut être là, il faut être écouté, il faut regarder, il faut sentir. Et moi, je suis frappé. Vous savez, quand je suis en consultation avec mes patients, de voir que plus personne ne les regarde souvent, même s'ils vivent entourés. Ils ont la fonction du mari, de la femme, du père, de la mère, etc. Mais on ne les voit plus. Personne ne les regarde. N'écoute les signaux qu'ils envoient, qui peuvent être des signaux de détresse, des signaux de tristesse, de mal-être. Et plein de gens sont en permanence, sont avec vous, mais se disent, tiens, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire après? Ils ne vous voient pas. Ou ils s'écoutent. C'est ça, puis vous parlez que les gens, il ne faudrait pas focusser sur quelle action qu'on va faire, mais d'être dans le être. L'important, c'est le présent. C'est totalement présent à ce qu'on fait, dans son action et avec l'autre. Et d'un seul coup, ça vous procure un très grand bien. Si vous faites masser, c'est très intéressant le massage, parce que ça fait beaucoup de bien. Il y a deux types de masseuses, de masseurs. Il y a ceux qui vous massent mécaniquement, mais ils ne sont pas là, ils pensent à autre chose. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Et ça se sent tout de suite. Oui. La personne qui fait son job, j'ai massé, mais elle n'est pas avec vous. Il y a l'autre qui est avec vous, qui rentre en résonance. Il y a un cas où ça ne fait rien, il y a un cas où on se sent tellement bien. On se reconnecte. C'est ça, si vous voulez, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que les gens soient présents à eux-mêmes et présents aux autres. Et quand on n'est pas présent à soi-même et pas présent aux autres, c'est l'ouverture pour le mal-être et pour la maladie. Et vous, Dr Salman, vous avez 62 ans, on peut dire votre âge, vos prochains, comment vous entrevoyez l'avenir là, pour vous, Einstein disait, la vie c'est comme la bicyclette. Si on arrête de pédaler, on tombe. J'ai la chance, on m'a demandé il n'y a pas longtemps dans une émission de radio quel était mon loisir préféré. J'ai dit travailler. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne à travers ma consultation, les livres que j'écris et la recherche que je conduis sur ce petite souris qu'on appelle le ratopnu. Je souhaite
continuer tout le temps à faire ça, parce que c'est un bonheur de faire un métier qu'on aime. C'est extraordinaire. Je veux dire que quand on réalise, chaque jour on se réalise, c'est fabuleux. On ne sent plus le temps passer. C'est ça que je souhaite faire. Puis vous souhaitez aussi à tous les auditeurs de vivre la même chose, de vivre passionnément. Et c'est un peu le secret aussi de réussite, qu'on a beau bien manger, bien s'alimenter, mais si on ne vit pas avec cette passion-là, Ben, vous savez, comme vous l'avez... si on a un objectif dans la vie, on a 20% de vie en plus. Le plus dangereux, c'est la retraite. Donc si on se trouve en retraite ou au chômage, il faut s'engager dans l'humanitaire, dans des associations, mais à plein temps, comme un vrai boulot, comme un vrai métier. Parce que le plus grand des dangers, c'est l'hypersécurité. Plus vous vous sécurisez, plus vous êtes immobile, plus vous vous mettez en danger. Si je plate vos 2 jambes pendant 2 mois pour qu'elles se reposent, quand je casse le plâtre, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. En 3 semaines de vacances, vous perdez 20 points de quotient intellectuel. Qui reste tout le temps allongé, il fait des phlébites, des embolies pulmonaires, des escarres, il meurt. C'est le mouvement intellectuel, physique. C'est pour ça que la société qui s'est construite avec cette notion de retraite... À 55 ans, ici, il y avait longtemps, c'était le bonheur. Il n'y a rien de plus dangereux. Ça raccourcit la vie. Beaucoup de personnes se suicident aussi à la retraite. Et surtout, il y a une mortalité beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, on est fait pour le mouvement. Et plus vous faites la routine, ça va faire que vous accélérez, vous chutez d'un seul coup et vos capacités cérébrales vont chuter. Et parlant dans votre livre, vers la fin, justement, on parle de l'importance à la retraite ou même à notre âge d'accélérer, donnez-nous 1 ou 2 moyens pour accélérer le cerveau. C'est très simple, c'est-à-dire que on est avec un stock de neurones, il diminue progressivement, et des fois, à 90 ans, les gens sont gâteux. Mais on peut changer le cours de l'histoire. Si tous les 2, on nous fait un IRM aujourd'hui, et puis pendant 3 mois, on apprend à jongler. Dans 3 mois, quand on nous refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau s'est formée. Si on apprend une langue étrangère qu'on ne connaît pas, on joue des instruments de musique qu'on ne connaît pas, on va découvrir des pays inconnus, des cuisines inconnues, des personnes inconnues. À chaque fois, même si vous brossez de la main gauche les dents pendant 3 mois, vous augmentez votre capacité cérébrale. Ce qui tue le cerveau, c'est la routine et la sécurité. Il faut se mettre en danger, aller sur des territoires inconnus, et on augmente sa capacité cérébrale au lieu de l'avoir diminuée à toute vitesse. C'est un des très beaux moyens pour se prendre en main, apprécier la vie aussi, et pour conclure cette émission. Merci beaucoup, d'être venu à l'émission Hop la vie, Dr Salman, et c'est un plaisir de vous recevoir ici. Et on vous souhaite un beau séjour au Québec et un beau retour en France. Merci. Au revoir.